Donc bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir depuis notre dernier food camp qui était en septembre pour ces retrouvailles du réseau French Food autour d'un petit déjeuner au Hub BPI France. Avant de démarrer, je vous ferai une petite présentation du réseau French Food et du programme avant de laisser la place à nos intervenants. Mais pour démarrer, je voulais d'abord remercier chaleureusement Ariane Boyatsakis et BPI France qui nous accueillent aujourd'hui. Donc Ariane est responsable du secteur agroalimentaire chez BPI France et elle va nous dire un petit mot. Et puis je prendrai le relais pour lancer ce petit déjeuner. Merci Perrine. Donc bonjour à tous, bienvenue à BPI France. Je suis effectivement ravie de vous accueillir. Un grand merci au Fonds French Food Capital pour l'organisation de cette rencontre et ce programme très inspirant. C'est toujours un plaisir, Perrine, de s'associer à vos événements avec le succès que l'on connaît pour le Food Camp. Et félicitations aussi pour toutes vos réalisations, accompagnement des entreprises du secteur agroalimentaire. Nous sommes très heureux d'être à votre côté en tant que souscripteur du fonds. L'actualité pour BPI France a aussi été très soutenue récemment, notamment avec la mise en œuvre du plan de relance qui a concerné beaucoup le secteur agroalimentaire pour près de 163 millions d'euros de financement délivrés l'année dernière. Et dans la continuité, nous avons lancé récemment un appel à projet qui devrait vous intéresser aussi, l'appel à projet agroalimentaire capacité résilience pour soutenir l'industrialisation des innovations et la souveraineté alimentaire de la France. Cet appel à projet est ouvert sur notre site internet pour toute taille d'entreprise et finance en subventions et avances récupérables vos investissements productifs. Pour financer votre R&D, je vous invite aussi à consulter notre dernier appel à projet Besoins alimentaires de demain, qui finance selon les mêmes modalités, subventions et avances récupérables, toute taille d'entreprise, en subvention et en avance récupérable. Donc, si Perrine en est d'accord, je vous adresserai les références de ces deux appels à projet, car je pense que c'est d'excellentes opportunités de financement pour vos entreprises. Voilà, j'en finirai par ces quelques mots sur le financement et je vous remercie de votre attention. Très belle journée à vous. Merci Ariane. Je pense qu'il y a des adhérents du réseau French Food dans la salle et des gens qui ne sont pas encore morts, mais ça ne va pas tarder. Je voulais vous dire un petit mot sur le réseau French Food et sur le programme des prochaines festivités. Donc le réseau French Food, l'idée, vous l'avez compris, je pense qu'il y a aussi pas mal de monde qui était présent à nos précédents événements, notamment le Food Camp. C'est d'essayer de vous offrir des opportunités qualitatives de rencontres et de networking entre dirigeants et entrepreneurs de l'alimentaire et d'essayer de plus en plus de produire un contenu qualitatif pour vous aider à mieux appréhender les enjeux du secteur et justement à sortir un peu le nez du guidon, comme on dit, pour essayer d'avoir accès à un peu plus d'intelligence sectorielle et puis aussi de retour d'expérience, parce que ce qu'on aime faire, c'est vous donner la parole pour que chacun puisse partager sa vision d'entrepreneur, partager sa vision du marché, partager le retour d'expérience de ce qu'il a expérimenté à son niveau. Et je pense que c'est ça aussi qui nous nourrit tous énormément dans ces moments de rencontre qu'on a assez régulièrement. C'est moi qui les appelle, je vais demander à Denis de passer. Donc ce qu'on a fait, pour ceux qui n'étaient pas présents, donc on a fait 2 food camps. Donc le food camp, c'est un peu le temps fort du réseau, hein. On se retrouve tous les ans et demi, à peu près 200 dirigeants pendant 2 jours, dans un château forme, avec des speakers de qualité et puis bien sûr, on aime tous la bonne bouffe ici, donc on essaie de bien manger, donc il y a toujours un chef invité pour le dîner du soir. Le prochain sera en mars 2023, le 23 et 24 mars, mais vous allez pouvoir noter la date. On essaie de faire des petits déjeuners. Vous avez normalement récupéré la 2e édition du Nurture. Donc j'en profite aussi pour remercier, parce que le Nurture, c'est vraiment une revue collective, donc elle est écrite
par chacun des contributeurs, dont je vois quelques-uns dans la salle, donc je les remercie, puisque c'est vraiment un pur produit d'intelligence collective, et c'est aussi ça la mission de ce réseau-là, c'est de se dire que finalement, en mettant en commun nos intelligences individuelles, on arrivera à être un peu plus fort pour se développer chacun. Opinionway, donc je vais introduire Maurice tout à l'heure qui nous présentera un petit peu les principales tendances de consommation. Opinionway, c'est un partenaire depuis le début, donc il nous aide à décrypter un peu ces nouvelles tendances de consommation. Donc chaque année, il y a un baromètre Les Français de l'alimentation qu'on mène en partenariat avec Opinionway qui nous permet d'avoir une meilleure aussi compréhension du point de vue de ces changements de consommation, même si on sait que l'alimentaire est quand même très résilient. Il y a quand même 2-3 changements que Maurice va essayer de nous décrypter tout à l'heure. Et enfin, on va tester, sur une bonne idée de plusieurs adhérents du réseau, on va tester cette année les immersions chez les adhérents, donc en petits groupes, donc 15-20 personnes. Les 2 premiers adhérents que je remercie qui ont voulu se prêter au jeu sont Rungis et La Régal. Donc si vous n'êtes pas inscrit, je pense que ça va être vraiment super. C'est le 12 mai de 4h à 8h30, il y a une visite de Rungis avec sa directrice générale Anne-Laure Joumas, suivie d'un petit déjeuner. Donc on sera 15-20 pour Rungis. Je regarde parce que je ne sais pas me tromper dans les dates. Le 30 juin, ce sera à Milly-la-Forêt. Donc La Régal, c'est le leader des plantes aromatiques surgelées, qui est membre du réseau French Food, dont le dirigeant est membre du réseau French Food depuis le début. L'idée, c'est le moment de la récolte, donc ils sont aussi producteurs, donc c'est d'assister à la récolte des plantes aromatiques et de voir la transformation des plantes. Donc ça va être assez exceptionnel aussi, donc je vous invite à vous inscrire. Et à la rentrée, on fera notre soirée annuelle dans un lieu qu'on vous communiquera un peu plus tard. Donc, si vous n'êtes pas adhérent, je vous invite à le faire. Pareil, on vous enverra un petit mail avec le bulletin d'adhésion. L'adhésion aujourd'hui, elle est symbolique. Hein, c'est une adhésion à 100 € par tête. L'idée, c'était surtout de vous mobiliser et de rassembler un maximum d'adhérents pour continuer à construire ensemble ce contenu et ces occasions de rencontre. Et d'ailleurs, je suis ravie parce que les meilleures idées, elles viennent souvent de vous, donc c'est aussi de vous écouter, de faire avec vous. Last but not least, le prochain Food Camp, donc 23 et 24 mars 2023. Pour ceux qui ne connaissent pas le Food Camp, plutôt que de le décrire, je vous propose de passer rapidement la petite vidéo de la précédente édition, et pour ceux qui le connaissent, ça nous ramènera à des bons souvenirs, j'espère. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour cette deuxième édition du Food Camp. Je suis vraiment très heureuse de vous revoir tous aussi nombreux. Je regarde un peu la salle qui est quasiment pleine. Merci aux 35 speakers, ce qui fait beaucoup de monde. Vous allez savoir tout à l'heure pourquoi je vous ai dit, vous êtes vraiment magnifiques. Mais je suis plusieurs d'entrepreneurs du monde. Qu'est-ce que c'est que bien se nourrir? Quel impact j'ai en achetant, en mangeant? Et comment je peux mieux faire? On est dans un monde d'incertitude, il faut avoir des convictions, mais des certitudes sûrement plus. Donc pour moi, ça a toujours été des collaborateurs heureux, qui font des clients heureux, qui font des actionnaires heureux. Quand vous n'avez pas d'argent, trouvez des idées. Alors, on est tous conscients qu'il va falloir non pas se mettre au régime, mais peut-être changer de régime alimentaire, régime politique, régime économique, régime de l'imaginaire aussi. Il y a une sensibilité aujourd'hui qui est relativement forte quand on interroge les consommateurs. En revanche, ça ne modifie pas aujourd'hui les comportements ou à la marge. Local, pour les Français, et de plus en plus par extension, c'est français en fait. Quand on dit écosystème, il faut penser à la globalité. Il est très important de porter attention au sol, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, l'eau, qui est vitale pour nous, le climat, les aléas, et tout cet écosystème a un impact significatif sur ce qu'on va finalement ingérer. Une marque engagée doit payer correctement le lait et proposer un produit de
qualité, mais sain pour son corps et sain pour la planète. C'est pas dissocié. Il faut qu'on réussisse à fabriquer des marques régénératives et qui aient une capacité à stocker du CO2 plutôt que d'en injecter. Donc ça, je pense que c'est la vision. On a tous envie de changer le monde en consommant mieux, parce qu'on est des citoyens avant d'être des consommateurs. Super important de le préciser. Et dans cette notion de transition alimentaire, dans les 10 prochaines années, on est obligé de dire la vérité à nos clients. Aujourd'hui, il n'existe pas de base de données alimentaires, information consommateur qui soit et exhaustive et fiable. Quand on disait le bio ce matin est un truc important, il est important s'il est bio et local. Si c'est du bio qui vient de l'autre bout du monde, ça n'a aucun intérêt. Et on est également convaincu de ça. D'une manière générale, sur une ferme bio, vous avez 30% de biodiversité en plus, alors même qu'il n'y a pas cette contrainte sur le cahier des charges. On peut faire plusieurs métiers avant d'être agriculteur, on peut faire d'autres métiers après avoir été agriculteur, ça aussi c'est tout nouveau. L'hypermarché, mais comme toute forme de commerce, doit se réformer, doit se réinventer. Donc finalement, c'est la façon dont on fait l'hypermarché qui est certainement désuète et en train de disparaître. On a des savoir-faire, mais on ne sait pas les faire savoir. C'est-à-dire que tous, là, je rencontre du monde, vous faites tous des choses assez extraordinaires, mais souvent vous avez un déficit de faire savoir. Je pensais vraiment que la pandémie allait casser cette dynamique, au moins temporairement. Eh bien, en 2020, 300 brasseries ont été créées dans notre pays. Quand on interroge les consommateurs, il y a un plaisir à venir acheter des produits frais, quel que soit le canal de distribution. Dès que l'expérience est bonne, dès que le service est excellent, ben on y retourne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as une bonne idée, c'est hyper compliqué de ne pas la faire financer. Je voulais remercier encore une fois tous les speakers qui nous ont parlé tous avec leur trip, avec leur conviction, de leur histoire d'entrepreneur, de leur vision, et ça c'est vrai que ça fait du bien. Donc je vous invite à noter la date dans votre agenda, c'est dans un petit moment. Je pense que ça va être tout aussi sympa que les deux prochaines éditions, et évidemment, les deux précédentes éditions, et évidemment, en même temps que vous nous renvoyez votre bulletin d'adhésion au réseau French Food, de nous donner vos idées de speakers, puisque on a un petit peu de temps pour construire le programme. Donc si vous avez des speakers que vous souhaitez entendre sur ce prochain Food Camp, et des suggestions d'événements organisés pour le réseau, on est plus que preneurs. Et maintenant, il est temps de céder la parole à Maurice Benguigui, qui est le directeur adjoint de toute la partie grande consommation d'Opinionway et qui va se prêter à l'exercice du décryptage des tendances de consommation et nous dire ce qui a pu changer sur ce premier trimestre de l'année. Alors, en ces temps un petit peu troubles et un petit peu incertains, ce que je vous propose, c'est de nous projeter ce matin sur l'avenir et de découvrir quel sera le consommateur alimentaire de demain. Alors, le consommateur alimentaire de demain, en fait, il va avoir 4 caractéristiques essentielles pour nous qui expliquent en fait les principaux changements que l'on a vus au cours de ces derniers mois, en commençant par le premier. Il va être de plus en plus flexitarien, ce consommateur de demain. Il va être également de plus en plus en quête d'une alimentation à la fois basée sur le plaisir, ça c'est pas une surprise, mais de plus en plus également d'une alimentation saine. On va s'apercevoir qu'aujourd'hui, le consommateur va chercher un compromis de plus en plus fort entre cette alimentation saine et cette alimentation plaisir. L'alimentation plaisir est très liée et de plus en plus à la convivialité. Et la convivialité a été une tendance qui a fortement augmenté post-Covid. Il est de plus en plus également cartésien, rationnel et responsable. On va le voir également. Et il est de moins en moins attaché aux marques. C'est une tendance que l'on voit s'accélérer depuis quelques mois, voire depuis quelques années. Et ce phénomène n'est pas nouveau. Il est présent depuis une bonne vingtaine d'années. Je vous propose de revenir sur chacune
ces tendances, en commençant par le flexitarisme. Vous pouvez voir sur la flèche verte en haut et sur la courbe en haut la part de consommateurs français qui se déclarent flexitariens entre 2018 et 2022. Cette part ne fait qu'augmenter, même si on connaît un plateau entre 2020 et 2022. La tendance continue à augmenter, même si elle s'accélère moins fortement qu'il y a quelques années. Et si la part des Français qui se déclarent flexitariens ne fait qu'augmenter, c'est tout simplement parce que les consommateurs français ont plein de bonnes raisons de devenir flexitariens. S'il fallait résumer toutes les raisons que vous pouvez voir ici et qui augmentent, vous le voyez très significativement entre 2018 et 2022, eh bien, on pourrait les résumer en deux thématiques. La première thématique, ce que nous disent les consommateurs, c'est que je suis flexitarien parce que la protéine animale coûte de plus en plus cher, la protéine animale de qualité coûte de plus en plus cher, et je cherche quelque part à rationaliser ma consommation, et donc je vais limiter ma consommation de viande dans mon répertoire alimentaire, dans mon répertoire de repas. Donc on a vu, bien évidemment, vous pouvez voir apparaître en troisième item. Mais on a également une autre motivation sous-jacente qui va être, qui vont être toutes les motivations liées à la qualité de l'alimentation. On a de plus en plus de doutes sur la qualité, sur la provenance, de plus en plus de doutes sur les effets nocifs de consommation de viande ou de poisson sur la santé, évidemment des scandales sur les élevages intensifs. Toutes ces dimensions font également que on va vouloir de plus en plus être flexitarien. Comme je le disais en introduction, un compromis aujourd'hui de plus en plus fort recherché par le consommateur français entre l'alimentation saine et l'alimentation plaisir. Le plaisir est évidemment la motivation principale à la consommation alimentaire en France. Elle était déjà très haute en 2019 avec 76%. Eh bien, elle continue à progresser pour atteindre aujourd'hui en 2022 83%. Et là, on le voit très clairement dans les motivations. La notion de plaisir, elle est évidemment liée à la notion de plaisir gustatif, sensoriel, polysensoriel, mais également à la notion de convivialité. Et ce qui a pointé du doigt le confinement, c'est l'importance de la convivialité dans cette dimension de plaisir, et c'est pour cela que cette dimension continue à augmenter aujourd'hui. Lorsqu'on les interroge de façon plus qualitative, plus ouverte, qu'est-ce qu'un bon repas pour eux? Eh bien, vous le voyez, on retrouve ces deux dimensions dont je viens de parler, à savoir à la fois le côté très gustatif, très sensoriel. Il faut que ce soit bon, il faut que ça ait bon goût, il faut que ce soit cuisiné, mais également des notions extrêmement fortes de convivialité qui sont totalement indissociables, on va dire, des notions gustatives. Je laisse profiter quelques instants de ce slide. On va retrouver cette dimension dans le repas idéal pour les Français. Est-ce que pour vous, c'est avant tout se faire plaisir? Oui, à 21%. Manger sain équilibré à 22%. Mais on le voit, ce qui remporte totalement la mise, c'est le fait de pouvoir trouver un juste équilibre entre les deux. On est face à un consommateur français de plus en plus exigeant qui ne veut pas concilier la notion de plaisir et de santé. Rationnel et responsable, c'est une tendance qui augmente très très fortement aujourd'hui.
On le voit au travers de 5 facettes. Les consommateurs français sont de moins en moins enclins au gaspillage. Ils sont moins désireux d'accumuler des biens à tout prix. Ils sont beaucoup plus regardants à la dépense. Ils sont également moins impulsifs, moins spontanés dans leurs achats. Ils vont être beaucoup plus cartésiens, beaucoup plus rationnels. Ils vont beaucoup plus s'informer et comparer. On assiste à une espèce de désenchantement. On va prendre en compte désormais l'ensemble des réalités économiques et on va dire toutes les réalités économiques et écologiques qui s'imposent à nous pour quelque part prendre cela en compte dans notre comportement de consommation. Passer à la slide suivante. Dans cette tendance de consommateur de plus en plus rationnel, qu'est-ce que le consommateur va regarder en priorité? Évidemment, les informations sur l'emballage, mais on assiste aujourd'hui à un transfert de plus en plus fort entre la composition des ingrédients sur les emballages, qui reste une dimension extrêmement importante et qui est en baisse, au profit, puisque c'est un véritable jeu de transfert, du Nutri-Score, qui va représenter quelque part une information beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible pour le consommateur, et donc il va quelque part orienter son œil de plus en plus sur le Nutri-Score, au détriment, on va dire, des informations un peu plus difficiles à détecter, que sont les différentes compositions sur l'emballage. Vous ne serez pas surpris également de voir que ce qui va intéresser de plus en plus les consommateurs, ça va être le prix, donc lié évidemment à l'inflation. On a pris quasiment 10 points depuis 2018 et le prix est une notion qui continue d'augmenter au fur et à mesure des semaines. Et dans le même temps, vous pouvez voir toutes les autres dimensions liées à la qualité, la date limite de consommation, la liste d'ingrédients, la traçabilité, ont tendance à être mises en retrait dans les critères de choix. Évidemment, l'inflation rebat les cartes. On va chercher un nouveau compromis entre le prix et la qualité des produits que l'on consomme, que l'on achète. Un consommateur de plus en plus conscient écologiquement, avec 96% d'entre eux qui évitent d'acheter des produits suremballés ou vendus dans des emballages composés de beaucoup de plastique, et 76% des consommateurs qui déclarent faire attention au gaspillage en termes d'emballage. On le voit à travers ce petit jeu de choix sur une étude que l'on a menée pour Alkelis donc il y a quelques mois. Lorsqu'on leur demande s'ils préfèrent des pâtes dans un emballage non recyclable et transparent en plastique ou des pâtes dans un emballage recyclable mais opaque, vous voyez, l'emballage recyclable remporte largement la mise. Pareil pour des produits non bio dans un emballage recyclable contre un produit bio mais dans un emballage non recyclable. On a une espèce de contradiction et donc on va tout de même préférer le produit non bio. Et puis, entre deux offres, une à la coupe et une qui va être cette fois-ci bio mais préemballée, on va préférer la charcuterie non bio mais à la coupe qui va être une garantie, on va dire, de qualité, de proximité pour le consommateur. Alors, mais attention,
cette volonté des marques d'être plus consciencieuses, elle doit se faire de façon sincère. Là, c'est un extrait d'une communauté que l'on a mis en place dédiée aux pratiques environnementales responsables et solidaires, où les consommateurs nous disent oui, je veux bien que les marques s'accaparent de ce sujet-là, mais il faut qu'elles le fassent de façon extrêmement sincère, extrêmement crédible, et pas uniquement en colorant les packs de verre pour essayer de le convaincre. Une volonté de démarche éco-responsable, et bien vous le voyez, c'est clairement oui, très massivement sur l'ensemble des états mesurés pour les consommateurs français qui veulent se rapprocher des producteurs, qui veulent privilégier les produits cultivés et élevés en France, des produits issus d'une agriculture locale, et essayer autant que possible de faire ses courses dans des magasins de proximité. Un top 3 des raisons d'acheter responsable qui va demeurer. On va vouloir à la fois une juste rémunération pour le producteur, mais aussi pour soi-même des produits de meilleure qualité pour pouvoir mieux consommer. Le consommateur français est clairement engagé dans un dit, entre guillemets, gagnant-gagnant entre le producteur et le consommateur final que lui-même représente. On a parlé du consommateur de façon générale et principalement lors de ses achats alimentaires, on va dire dans le cadre de son foyer, mais comment réagit-il lorsqu'il devient fréquenteur hors domicile de la restauration par exemple? Eh bien, on va le voir, le consommateur va réagir exactement de la même façon. Il va transposer ses attentes, les attentes qu'il a vis-à-vis de l'alimentation. Voilà. C'est à présent le bon slide. Vous le voyez, sur une série d'items, le consommateur va juger les restaurateurs de la même façon qu'il va juger les industriels, à savoir une exigence aussi forte en termes de produits alimentaires locaux, en termes de qualité, en termes de juste rémunération des producteurs. Bref, il va transposer en fait ses attentes générales sur sa fréquentation en restaurant. Pour finir, le consommateur français est de moins en moins attaché aux marques. On a une véritable crise, on va dire, d'autorité. Et les marques, pour les consommateurs français, représentent en quelque sorte une espèce d'autorité que le consommateur souhaite de plus en plus discuter. On a vu tout à l'heure, le prix ne fait qu'augmenter dans les motivations de choix. Eh bien, c'est bien évidemment au détriment de la marque qui va perdre quasiment 10 points entre 2018 et 2022. Aujourd'hui, le référent pour les consommateurs français va être la marque de distributeur qui va représenter le parfait compromis entre la qualité et le prix. Donc la marque doit de plus en plus justifier une valeur ajoutée pour pouvoir être considérée par le consommateur. Et là on voit sur différentes attentes accordées lors de l'achat. Les labels de qualité sont toujours aussi forts. Le Nutri-Score, on l'a vu tout à l'heure,
augmente, les applications restent à un niveau modéré et la seule information que l'on regarde de moins en moins, c'est effectivement la marque qui va être assez nettement en retrait depuis 2020. Voilà, donc en quelques mots sur ce que l'on a vu aujourd'hui, le consommateur va être de plus en plus à la recherche d'une véritable sincérité vis-à-vis des marques pour qu'elles puissent réellement s'imposer au travers de preuves concrètes sur la qualité de l'alimentation. Il y a quelques années, en fait, le marketing suffisait pour pouvoir convaincre les consommateurs et gagner des parts de marché. Ce que demande aujourd'hui le consommateur français, c'est une véritable révolution, parfois industrielle. Donc, demander à revoir l'entièreté des recettes pour gagner en Nutri-Score, éliminer tous les produits nocifs. Bref, le consommateur français va demander aux industriels de travailler en profondeur sur leur process de fabrication, au-delà, on va dire, du marketing qu'ils souhaitent mettre en avant, de manière à pouvoir justifier le prix, le premium de prix que les grandes marques imposent aux consommateurs. Voilà, je vous remercie. Je peux prendre quelques questions si vous en avez. Je ferai passer le micro s'il y a des questions. Bonjour, merci. N'y a-t-il pas un décalage entre ce que les gens déclarent comme motivation et intérêt et leur comportement? Est-ce qu'on peut évaluer en fait le biais qu'on peut imaginer au niveau de ces études qualitatives? Oui, il y a un décalage souvent dans le temps entre l'attitude et le comportement. Sur des produits de grande consommation, donc des produits à cycle très court, le décalage que l'on observe est seulement de quelques mois. Donc, ce que l'on voit dans les études déclaratives, qui ne sont effectivement que déclaratives et comportement, représente un décalage de quelques semaines, voire quelques mois. Donc on va retrouver dans les données panel, donc, les données réelles de comportement d'achat, ce que l'on voit actuellement dans nos études. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Alain de Castille, qui exige. Moi, je reviens sur la question de monsieur, parce que là, on parlait de décalage dans le temps, mais moi, je pense qu'il y a vraiment un décalage juste de ce que dit la personne et ce qu'il fait vraiment. Et je veux dire, je prends toujours cet exemple, mais c'était la SNCF qui nous disait, chaque année, on fait des études et tous les consommateurs nous disent, on veut plus sain, plus sain, plus sain, la carte, il n'y a pas de sain, et dit, on met un truc sain, ça ne marche pas, et ce qu'on vend, c'est des M&M's. Donc, finalement, je pense que c'était la question de monsieur, hein, si vous parlez de décalage dans le temps. Mais moi, je pense quand on est sur des déclaratifs, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le prix sort. Et souvent, les gens disent moins le prix et plus le mot France, etc. Mais moi, je me pose vraiment la question, toujours du décalage, comme monsieur, entre ce que disent les gens et ce qu'ils font vraiment. On est tous un peu schizo, finalement. Oui, le consommateur, et je vous suis totalement, le consommateur est extrêmement complexe. On le voit, la notion de plaisir, donc délivrée notamment par les M&M's, est une notion essentielle. Et M&M's, par exemple, sur le marché français, a travaillé justement pour essayer de trouver un équilibre encore plus fort entre le plaisir extrêmement fort délivré par les M&M's et la santé, avec des recettes à base de chocolat noir, etc. Voilà, pour essayer de trouver ce compromis souhaité par le consommateur français. Et évidemment, la notion de plaisir est extrêmement forte et elle s'incarne sur le marché de confiserie par les comportements du public. En tout cas, moi j'étais très surpris par la date limite de consommation en critère numéro 2. Je n'avais même pas imaginé ça. Alors, en fait, ce que cela révèle, c'est la cristallisation des consommateurs français sur le risque alimentaire, en fait.
vous n'avez pas évoqué la décroissance dont on parle beaucoup du bio ou du direct producteur. Alors on pensait que la crise sanitaire aurait un impact plutôt positif sur ces deux catégories de produits. Or, il s'avère que dans les faits, on voit plutôt un recul. Comment l'analysez-vous? Oui. On aurait pu effectivement en parler, on n'en a pas parlé, on en parle en filigrane en fait de deux façons. Le critère du prix qui ne fait qu'augmenter, si bien que le bio a de plus en plus de mal à se justifier. Et le deuxième critère, c'est la consommation de plus en plus rationnelle, de plus en plus responsable. Le bio aujourd'hui, pour le consommateur français, ne représente pas une solution totalement acceptable dans la mesure où une bonne partie du bio vient de l'étranger et il préfère se reporter sur une consommation presque plus émotionnelle de produits locaux qui vont être perçus à tort ou à raison, mais pour le consommateur comme étant meilleurs pour la santé parfois et même meilleurs gustativement parlant. Donc on a cet entremêlage entre guillemets entre du rationnel et de l'émotionnel, ce qui vient de ma région va être meilleur pour moi par rapport à un produit bio dont l'image est perçue comme étant encore très clinique, très froide et dont le prix est injustifié parfois. Ce que je trouve intéressant, je trouve, c'est justement ce qui revenait avant, c'était même le français avant le local, parce que souvent on entend local qui ne veut plus trop rien dire. Et je trouve ça intéressant que maintenant on parle plus français plutôt que de dire local. Excusez-moi, Sébastien Octa, Biofutur, bonjour. En fait, j'ai deux questions parce que je suis en rebond sur celle-ci, mais avant j'avais une question qui était de dire, bon, sans trop de surprise, on se rend compte que le consommateur il veut toujours se faire plus plaisir, manger plus sain, plus responsable, plus français, mais toujours moins cher. Ma question, c'est de se dire, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que le consommateur est prêt à payer en plus pour avoir, par exemple, un Nutri-Score A plutôt qu'un Nutri-Score C, pour avoir du français plutôt que du chinois? Parce qu'il y a un moment, il faut quand même valoriser l'alimentation. Oui, on fait ce type d'études, effectivement, où l'on regarde catégorie par catégorie et quasiment produit par produit ce que le consommateur est prêt à payer en plus, que l'on appelle le premium de prix, donc le supplément de prix pour avoir un meilleur Nutri-Score ou pour avoir une meilleure réassurance santé. Et effectivement, dans l'alimentaire, le premium de prix existe. Il est différent en fonction des catégories, en fonction du niveau de réassurance dont a besoin le consommateur. Donc on est d'accord que le prix est quand même à corréler avec une preuve une réalité de qualité en face, parce que c'est un peu compliqué de dire il veut moins cher mais toujours mieux. C'est-à-dire qu'il y a rassurez-nous. C'est absolument ça, tout le jeu, trouver le compromis et de comprendre le premium de prix, donc le supplément de prix que le consommateur est fait pour avoir des produits meilleurs pour la santé, plus rassurants, avec un meilleur Nutri-Score, etc. Bon, je vous recommanderai une étude. Deuxième question, du coup, toujours Sébastien Biofutur. Par rapport au bio, on parlait effectivement de preuves face au prix. Est-ce que vous n'avez pas également le sentiment que ce qui dessert le bio aujourd'hui, est-ce que ça ressort plutôt cette dimension émotionnelle qu'ils recherchent? Moi je trouve hyper émouvant de protéger la biodiversité et l'emploi paysan, mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas plutôt une problématique d'information ou de profusion d'informations qui fait que le consommateur aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de faire la différence entre bio, HVE, agriculture durable, agriculture raisonnée, zéro résidu de pesticides, sans pesticides, ajoutés, etc. Est-ce que finalement il ne ranque pas un petit peu tout sur le même plan, au-delà de l'émotionnel qu'il peut y mettre? Ce qui dessert effectivement le bio, c'est que l'information est extrêmement technique, extrêmement clinique, et que quelque part il a du mal à la décoder, alors que l'accès aux produits locaux, aux produits régionaux, etc., est beaucoup plus simple pour lui à percevoir, à comprendre, à la fois rationnellement et émotionnellement. Ça touche au cœur beaucoup plus vite, et c'est pour cela qu'il choisit prioritairement ce type de produit. Merci. Merci Maurice.
On va passer à la suite des interventions. Donc, je suis ravie d'accueillir le prochain intervenant qui est Guillaume Darras, qui dirige l'activité de distribution d'Invivo depuis 2008. Donc, l'activité de distribution d'Invivo, tu nous en parleras. Mais qu'est-ce que c'est? C'est les jardineries et la distribution alimentaire. Avant, tu connais bien le monde de la distribution, puisque tu étais directeur général de Système U aux côtés de Serge Patin de 2006 à 2018, si je ne me trompe pas. 2005 même. Et tu as pas mal contribué, beaucoup même, à la modernisation de l'enseigne et de ses marques distributeurs. Donc, je pense que tu auras une vraie vision aussi à partager avec nous sur le sujet de la distribution. Et puis récemment, tu as fait parler de toi dans la presse et tu vas nous en parler avec un petit peu ce que tu veux dire. On va en discuter avec ton association, avec le SPAC du trio Zoari, Miel, Pigas pour créer le grand marché près d'ici et essayer d'aller concurrencer Grand Frais. Essayez. Je t'invite à venir me rejoindre. Bonjour. Donc pour démarrer, juste pour se chauffer un petit peu par rapport à cet entretien. Non mais peut-être est-ce que tu peux nous parler du projet, j'ai du mal à m'asseoir sur le tabouret, du projet Invivo Retail, puisque je pense que peu de gens ici le connaissent et que c'est une bonne introduction de nous raconter un petit peu. Donc c'est bon, ça marche? Non, non, il faut que tu prennes. Coupe déjà la parole. Non, donc Invivo Retail est une des filiales du groupe Invivo, qui a racheté, parce que ça aussi c'était l'actualité de ce début d'année, le groupe Soufflet, de manière à pouvoir compléter toute sa partie agricole vin avec toute la valorisation aussi des filières céréales, blé et orge. Donc l'activité actuelle, elle tourne autour essentiellement de la jardinerie qui adresse quatre grands marchés. Donc nous, on a reclassé finalement dans une vision utilisateur plutôt que nomenclature industrielle. Donc ces quatre grands marchés, c'est celui de l'autoproducteur, celui qui veut produire toute ou partie de son alimentation, celui du décorateur végétal, donc qui veut embellir son cadre de vie, l'amoureux des animaux, qui veut avoir une relation satisfaisante avec les animaux, et l'activore, c'est-à-dire celui qui veut, au travers de ses achats alimentaires, donner un sens et avoir un impact. L'essentiel du chiffre d'affaires étant quand même fait sur l'autoproducteur, le décorateur et l'amoureux des animaux, l'alimentaire activore représentant un peu plus de 5% du chiffre d'affaires. En termes d'enseigne, c'est Jardiland, Gamme Vert, Delbar, Jardinerie du Terroir, une petite chaîne de magasins bio dans le sud-est, Bio & Co, et une expérimentation dans des magasins locaux avec Fred ici, donc c'est un peu plus de 1600 magasins et 3 milliards de chiffre d'affaires consommateurs. Merci. Est-ce qu'on peut... Moi, je me souviens quand on a échangé, quand on a parlé de la période qu'on vient de vivre depuis les 2 dernières années, 2020-2021, tu m'avais expliqué que sur la jardinerie, tu avais un très bon directeur marketing qui s'appelait Covid. Est-ce qu'on peut revenir justement sur les 2 années un peu de creux et de pic qu'on vient de connaître et ce premier trimestre de l'année qui chez un peu tout le monde, notamment dans la distribution, qu'on a un peu une décroissance assez forte avec une baisse de la fréquentation, du panier moyen, donc un peu la double peine pour tout le monde. Comment tu vis ça chez Invivo et comment tu vis ça de manière plus générale sur la distribution? Ouais, d'accord. Donc,
D'abord, c'est pas simple de lire les 2 années qui viennent de se passer, parce qu'il y a plein de facteurs contraires. Donc nous, on a été poussés parce que les gens sont restés chez eux, donc ils n'avaient rien à faire, donc ils ont eu envie de jardiner, ils se sont réoccupés, le bricolage en a profité, et puis le local en a profité, puisqu'il y avait moins de déplacements. Et si tu te souviens de notre échange de l'époque, j'ai dit qu'il y a une grosse confusion dans les résultats du bio entre fonction de proximité des magasins bio et réel attrait pour le bio. Ensuite, les gens, ils avaient du temps, donc ils ont acheté local. Voilà, donc ça a boosté à la fois les marchés, les magasins de produits locaux et toutes les plateformes e-commerce qui ont commencé à passer le seuil individuel des 2,5 millions de chiffre d'affaires, qui ont essayé de dupliquer, partir d'une ville pour aller à une autre, et là ils ont le mur du déploiement industriel, et dès qu'on est revenu à une capacité un peu plus normale de fréquentation des magasins, là c'est retombé. Pour autant, l'attrait il est là. Si je reviens plus prosaïquement sur nos marchés, moi ce qu'on essaye de regarder, c'est par rapport à l'année de référence 2019. Nous, l'hypothèse qu'on fait, c'est que nos marchés auront pris entre plus 10 et plus 15%. Donc ça nous fait un palier sur lequel j'espère que ça ne redescend pas. Et pour l'instant, sur le premier semestre, corriger l'inflation, parce que je pense que c'est le gros phénomène qui nous arrive. Pour l'instant, cette hypothèse est en train de se vérifier. Et comment c'est un peu, je pense, le gros point d'interrogation d'un petit peu tout le monde, c'est toi, effectivement, la jardinerie, on a l'impression que la poussée sur l'activité de distribution de la jardinerie et de la préoccupation de son chez-soi est devenue une tendance assez pérenne. Et aujourd'hui, sur la distribution alimentaire, on connaît un premier trimestre qui est un peu compliqué, où on se demande un peu, alors c'est le cas pour la distribution spécialisée bio, mais j'ai l'impression que c'est aussi le cas pour la GMS. On se demande un peu où est passé le consommateur. Ça, tu le comprends comment? Tu l'interprètes comment? Alors, si j'avais la réponse. Si tu avais la réponse. Plutôt les facteurs un peu qui peuvent jouer, parce que je crois qu'on est dans une phase d'incertitude quand même absolue et de peu de renversement des concepts et de paradoxes. Voilà, on parle tous de développement durable. Et Action, qui est une très belle enseigne par ailleurs, voilà, est montée sur le podium des enseignes préférées des Français. Bon, la démarche RSE, je ne la connais pas, mais voilà, je pense que c'est par rapport à tous les efforts qui sont faits par les acteurs dans la salle, je pense qu'il y a un petit écart. Donc le sujet, ça va être comment on réconcilie tout ça, finalement. Comment on réconcilie un premier truc qui va être la temps de prix. Ben, ça, il ne faut pas se tromper. On a les premiers signes, les taux promo dans les enseignes de GMS sont en train de remonter à vitesse grand V. On est devant des phénomènes où les équipes ne sont pas habituées à ça. Il n'y a aucune équipe chez un distributeur, ou très peu, qui ont connu les phases 70-75 du premier choc pétrolier de l'inflation. Ils savent pas, ils sont habitués à, je vais être un peu brutal, mais l'objectif c'était de négocier une baisse de prix. Là, tout le monde est paumé. Tout le monde est paumé. Ensuite, les attentes, elles sont là. Elles sont là quand même. Moi, j'en suis convaincu sur le mieux manger. Et on voit que ces attentes, finalement, je ne sais pas si c'est nous qui y répondons le mieux. Il y a des gens qui sont en train d'y répondre, qui sont un peu plus, qui prennent un poids fort, on l'a vu avec le Nutri-Score, qui sont les intermédiaires de recommandation, qui font vraiment changer les choses. Moi, je vais être très attentif à ce que va donner le Planet Score, parce que ça va peut-être être un élément pour réconcilier tout ça. Enfin, pas plus, parce qu'on pourrait y passer. Moi, il y a un truc qui... Je pense que un des sujets qui va être à régler, c'est qu'on voit que le local, c'est pas joli comme nom, mais qu'on ne sait pas l'industrialiser. Enfin, nous, on a eu des expériences. Il y a d'autres enseignes, on arrive à faire 2, 3, 4 magasins
locaux. Et dès qu'on essaye de se dire, tiens, ça marche dans le sud-ouest, ça marche autour de Lille, je vais aller en région parisienne, et on voit que c'est assez peu scalable et ça ne répond pas forcément aujourd'hui toujours à l'objectif. Pourtant, il y a une attente. Et je crois que la maille régionale, à la fois en termes d'approvisionnement, d'outils de transformation et d'attente client en termes de prix, ce qui met un peu le défi d'outils industriels de taille intermédiaire, peut être, je trouve, un bon angle. Justement, je trouve ça intéressant de s'arrêter un peu là-dessus, parce qu'on l'a vu dans l'étude d'OpinionWay, il y a cette espèce de paradoxe entre le prix qui monte de plus en plus et avec le contexte inflationniste qu'on va vivre, la préoccupation pouvoir d'achat va être majeure, et l'origine des produits, le local, les marqueurs de qualité, comment ça va se segmenter entre les offres de transition alimentaire, les offres prix, les marques distributeurs, quel est le rôle des marques dans le nouvel environnement alimentaire qui est en train de se dessiner. Alors, on va appeler les marques propres parce que c'est un peu moche. En termes de tactique, je ne vais pas parler de stratégie, mais en termes de tactique, tout le monde va se remettre sur les marques propres parce que c'est tout de suite 15% de potentiel d'absorption d'inflation. Donc c'est quelque chose de plutôt intéressant. Moi, je pense que la réponse est dans le passage à l'échelle. Dans le passage à l'échelle d'un certain nombre de sujets. Si je prends une activité qui est au sein du groupe Bio sur la filière blé ou sur la filière orge, le défi c'est de pouvoir proposer en volume suffisant du blé ou de l'orge zéro carbone pour répondre à un besoin des brasseurs, aux besoins de la boulangerie, mais de le faire à une certaine échelle. Parce que sinon on n'aura ni impact global sur les effets climatiques, ni capacité à faire le prix. Voilà. Justement, c'est une bonne transition pour parler du projet alimentaire d'Invivo. Tu veux nous en dire un petit mot? D'abord, peut-être creuser un peu le retour d'expérience de Frédicie, parce que c'était intéressant cette idée d'industrialisation et de passage à l'échelle du local. Je pense que c'est la problématique un peu globale ici. Et puis, si tu veux nous dire un petit mot de l'avenir du projet alimentaire d'Invivo. Dans la mesure, parce que maintenant on fréquente des gens qui sont cotés en bourse, on n'a plus le droit de dire de bêtises, en public en tout cas. Non, donc qu'est-ce qu'on a appris de ce projet? Bon, d'abord qu'il y a une appétence client. Ça, il y a une appétence et il y a une forme d'expérience qui est un peu sensorielle et visuelle, c'est d'aller dans des magasins où il n'y a aucune grande marque qui soit connue. Et ça, c'est un truc qui... Et donc là, les gens le perçoivent bien. Il y a le sujet du prix quand même, puisqu'on voit que c'est... Voilà. Il y a une attente vraiment sur du produit local, ou en tout cas régional, pas forcément au sens grande région administrative. Pour ceux qui aiment un peu l'histoire, si vous reprenez les éléments, vous reprenez les régions avant la Révolution française, on tombe pile poil sur les attentes de produits typés qu'ont les clients. Après, là où on n'a pas développé suffisamment comme on le souhaitait, même si on a quelques belles réussites, si je ne dis pas, je vais faire après, mais c'est que c'est super exigeant d'exploitation. Gérer un magasin entre guillemets de proximité, puisque finalement c'est la taille, avec 250 fournisseurs locaux, passage de commandes en direct, réception un peu à toute heure du jour et de la nuit, ça c'est ce qui a emmené la difficulté. Et puis après, une autre difficulté, c'est les hommes, c'est-à-dire que trouver des ressources humaines aujourd'hui dans les métiers frais, dans les métiers traditionnels, c'est difficile. Donc, partant de là, on va essayer de capitaliser sur cette expérience-là, en s'associant donc avec
des partenaires qui sont reconnus pour un certain nombre de savoir-faire, pour voir comment finalement on trouve, par rapport à cette notion de régionalisation, en y amenant de l'expertise d'exploitation, des possibilités de sourcing, comment on va pouvoir, là pour le coup, faire 50, 100 magasins dans les 5 à 7 ans qui viennent. Merci Guillaume. Ce que je propose, c'est de peut-être vous passer la parole s'il y a des questions dans la salle, pour que vous puissiez aussi poser les vôtres à Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Bonjour, Bastien de Jachette Fermier. Vous connaissez bien Maxime, je pense. Moi, je suis très content parce que vous avez décrit un peu notre projet sur les outils intermédiaires pour recréer du local. Et en plus, on s'intègre dans les chaînes de logistique classiques. Donc, ça tombe bien pour en parler. La question que je me pose, on a parlé des marques qui baissent. Est-ce qu'avoir un produit local fermier, c'est un signe de confiance pour les consommateurs? Ou est-ce qu'ils se posent des questions sur les pesticides? Enfin, on entend beaucoup de choses sur les agriculteurs, l'usage des pesticides. Est-ce qu'en magasin, ils ont les mêmes interrogations? Je crois qu'il y a deux facteurs, enfin, il y a deux trucs qui crédibilisent tout ce qu'on raconte autour des produits. Le fait que ça soit local ou régional, ça donne un a priori positif, et le prix. C'est un peu un paradoxe. Enfin, non, c'est pas un paradoxe, mais toute enseigne qui est crédible en prix devient plus crédible sur tous les autres items quand elle communique. On s'était posé la question, tu parlais de ce qu'on a fait chez U, on s'était posé la question en 2005, sur se dire finalement, tiens, il se passe des tas de trucs, développement durable, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a dit, on va réunir des consommateurs dans une centaine de magasins et on leur dit, c'est quoi le développement durable pour vous? À plus de 50%, le premier truc qu'ils disaient, c'est le local ou le régional, parce que c'est des emplois chez nous. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a, c'est pas une grande stratégie, mais qu'on a creusé le sillon des produits locaux. Après, le défi, je parlais de Maximilien, donc on voit tout le défi des initiatives comme né d'une seule ferme, etc. C'est comment finalement je passe à l'échelle avec de la production décentralisée face ou à côté de distributeurs qui sont habitués à massifier. C'est ce truc-là, si on arrive à le résoudre, ça fera vachement avancer les choses. Je crois, très humblement, parce que dans la période actuelle, c'est Bonjour. Les industriels qui vous fournissent en marque propre sont-ils plutôt des PME ou des grandes entreprises? Est-ce que vous avez une clé de répartition en fonction de la taille des entreprises pour la grande distribution? Si je réponds sur ma partie cœur de métier actuel, les 3 premiers marchés, il y a tout type et toute taille d'entreprise qui nous fournit en marque propre, où on avance de plus en plus finalement d'être un peu un industriel faiblesse, en développant nous-mêmes les cahiers des charges produits pour avoir de l'innovation, parce que c'est un peu comme dans le sport, la taille du marché elle sera celle qu'on en fera, parce que finalement il peut être assez infini. Sur notre marque propre alimentaire, elle s'appelle Le Sens du Terroir, donc elle n'est pas énorme, elle permet d'avoir un tronc commun à pas mal de magasins. C'est exclusivement des PME qui sont mentionnés sur le packaging. Voilà, parce qu'on est dans une vision long terme. Je dirais, vu les volumes qu'on fait, on ne va pas changer tous les 4 matins, mais c'est quelque chose aussi qui est assez apprécié des clients, de mettre le nom finalement du fabricant.
Bonjour, Mathieu Charousteau. J'ai une petite question parce que depuis le début du projet, de ce qu'on entend dans la presse, du rapprochement avec le trio, et on ne fait que parler de la compétition avec Grand Frais, même le nom que vous avez annoncé, le Grand Marché près d'ici. En tout cas, c'est ce qui est dit dans la presse. Ma question, c'est si vraiment c'est d'aller sur ce terrain-là, comment vous allez vous différencier et qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur ajoutée? Alors, je ne suis pas responsable de la communication des uns et des autres, et je pense que Grand Frère, d'abord c'est une superbe réussite, c'est quelque chose de très bien. Ouais, très modestement, d'ailleurs, si on arrive à faire une centaine de magasins, puisque c'est ça qui a été communiqué, c'est déjà un beau challenge. Après, le miel des journalistes, d'imaginer des matchs, etc., je leur laisse. Je pense que sur l'origine des approvisionnements, on va avoir un travail à faire, parce que autant qu'en fait très bien le métier du fruit et légumes, comme le faisaient les hypermarchés dans les années 75-80, à plat, avec des frais de personnel, avec un raisonnement en marge semi-nette, plutôt que d'optimiser les frais de personnel. En revanche, il n'y a pas de revendication d'un approvisionnement national ou régional. Donc ça, je pense que ça peut être un axe qui peut être intéressant. Il n'y a pas de revendication du local. Donc, on n'oublie pas l'expérience près d'ici. Et puis, notre lien aux coopératives agricoles et aux producteurs agricoles. Donc, c'est comment on va réconcilier tout ça. C'est ce à quoi on va commencer à s'atteler à travailler. Il faut que le deal se termine d'abord. Pour l'instant, on est encore en négociation exclusive. C'est pas complètement sûr. Donc sous la confidentialité? Oui, on est nombreux. C'est le problème. Merci Guillaume. Merci beaucoup. J'accueille. J'accueille un autre entrepreneur. J'accueille Alexandre Croiseau. Vrai serial entrepreneur du digital, qui a créé Luna Food, dont il va nous parler aux côtés d'un autre serial entrepreneur du digital, deux geeks, comme ils aiment à se décrire, Daniel Marelli, donc tous deux quasiment cofondateurs de Deezer. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, j'étais là parmi les premiers salariés. Parmi les premiers salariés de Deezer. Donc, pardon? Une autre SPAC qui arrive là, qui a été annoncée il y a ça. Au tout début de Deezer, après je pense que tu as vu se développer à peu près tous les métiers du digital. Tu es passé par Molotov TV, par Facebook, et aujourd'hui avec Daniel, vous vous lancez dans l'alimentaire, et pas juste dans la distribution, dans le marketing, mais dans la production, en créant Luna Food. Donc Luna Food, tu vas nous en parler, mais l'idée c'est de produire et de distribuer des plats préparés ultra frais, d'inspiration des cuisines du monde, et de les mettre un peu de les rendre accessibles à tous en GMS. Et puis tu nous parleras de ton modèle à moins de 5 minutes à pied de chez soi, ce qui est le projet de Luna, tu vas nous en parler. Et d'ailleurs, c'est ma première question, c'est peut-être que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est Luna Food et quelle est la vision qui vous anime. Et après, on parlera aussi un petit peu de vos parcours entrepreneurs, parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette volonté de mettre cette expertise technique, digitale au service de l'efficacité de la production alimentaire et de rentrer par la production. Donc je te laisse la parole pour présenter les noms. Merci à tous déjà, merci de m'accueillir. Effectivement, on a lancé Luna Food avec Daniel il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Luna Food, vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu impressionnant. Luna Food, c'est une plateforme de production et de distribution de marques ultra fraîches. Aujourd'hui, Luna, c'est 4 verticales différentes, du japonais avec la marque Shaki Shaki, du coréen avec la marque Bing Bang, de l'italien avec Luisa et Basilio
et de la cuisine israélienne, libanaise avec la marque Yafa. Quand on dit ultra frais, on dit vraiment des SC très courts, c'est du J3, que des ingrédients frais qui sont travaillés à la sauce. Et notre volonté, en fait, tout est parti d'un constat, et on l'a vu juste avant dans les diverses interventions, c'est que les consommateurs sont à la recherche de produits frais, de produits bons, et en même temps à un prix juste et accessible. Et le constat qu'on a fait avec Daniel, c'était de se dire, en fait, si on essaie de cocher toutes ces cases-là, on se rend compte que sur le marché, il n'y a pas grand monde qui est capable, à l'échelle, d'aller faire du produit de qualité ultra fraîche dans des tarifs qui sont accessibles au plus grand nombre. Et en fait, tout ça, ça se cristallise aussi par le fait que les gens cuisinent de moins en moins. Et ça, c'est quelque chose dont on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est une tendance... C'est un petit peu triste, oui, parce que nous, en tant que Français, on a un peu cette culture de la popote et j'ai envie de faire des choses à la maison et j'ai envie de... Et puis on s'est tous dit pendant le confinement, ça y est, c'est le moment où je vais recuisiner. Et puis quand on avait tous rempli 2 fois par jour le lave-vaisselle, on s'est dit bon, ça va durer 2 semaines et puis on va quand même trouver d'autres solutions. Mais la réalité, c'est ça. En 20 ans, il y a 40% de cuisine maison qui est faite. C'est une tendance qui s'accélère, notamment sur les modèles anglo-saxons ou même asiatiques, où les gens ont plus l'habitude d'acheter directement des choses qui sont préparées à la consommation que de faire eux-mêmes. Et quelle alternative on a en face de ça si moi j'ai pas envie de cuisiner le soir, ou si j'ai pas envie de cuisiner quelque chose que je ramène au bureau? Les alternatives aujourd'hui, en termes de qualité et d'accessibilité, sont un peu pauvres. Voilà. Et donc on s'est dit, nous, comment on fait pour répondre à cette demande-là? Moi, j'ai pas envie le midi d'aller prendre un plat à fleur et michon pour manger devant mon ordi. Je pense qu'il y a personne qui a envie de faire ça le midi. J'ai pas non plus envie le soir de ramener quels sont les William Sorin, j'espère que personne n'a William Sorin là. Mais je pense qu'il serait d'accord avec moi quand même. Pour nourrir la famille. Et donc voilà, j'ai pas envie de cuisiner, j'ai la flemme, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je commande un Deliveroo ou un Uber Eats, et donc je paye mon poké 20 €. Je me sens pas bien quand le livreur arrive, parce que je sais qu'il a fait un quart d'heure sous la pluie pour 2 €. Mais voilà, j'essaye de pas trop y penser. Et nous, on considère avec Daniel que toutes ces solutions-là, en fait, c'est des solutions qui ne sont pas adaptées, que la demande est très importante et que l'offre aujourd'hui ne répond pas à cette demande-là. Et c'est pour ça qu'on a créé Luna. Voilà. Donc Luna, je l'ai dit aujourd'hui, c'est 4 marques, et puis cette volonté de toujours travailler du produit ultra frais à une grande échelle. Parce que la réalité, c'est assez... simple, il y a beaucoup de marques qui se créent et qui arrivent jusqu'à une certaine échelle. Je peux ouvrir, distribuer dans une quinzaine de magasins, ou je peux ouvrir 2 boutiques, enfin voilà. Mais dès qu'on se dit, ma mission c'est vraiment de faire bien manger les gens à des prix accessibles et que je veux avoir un très grand nombre de consommateurs, le passage à l'échelle devient la plus grosse difficulté. Et donc aujourd'hui en chiffres, Luna c'est une 50aine de personnes, on a un laboratoire dans lequel on produit à peu près 10 000 plats par jour, qui arrive à saturation. Là on a investi 9 millions d'euros pour créer notre futur laboratoire de production qui nous permettra de multiplier par 10 les volumes de prod qu'on a aujourd'hui. Mais toujours avec cette volonté de dire cette offre qui est très demandée et aujourd'hui pas courante, comment on fait pour la démocratiser et la rendre accessible partout. Tu fais combien de chiffre d'affaires aujourd'hui? On a commencé il y a un peu plus de 2 ans, cette année on va faire 10 et 12 millions. Bravo. Et ce que je trouve intéressant, et peut-être tu vas nous expliquer dans l'aventure Luna, si je te cite, c'est quand tu as fait un peu ton premier tour de piste de ton écosystème digital, tu as voulu te lancer dans la food, tout le monde t'a dit non mais attends, quand tu crées une marque, tu vas pas t'emmerder avec la production alimentaire, et vous avec Daniel, vous avez voulu démarrer par la production, par le labo, par toute la complexité opérationnelle de l'alimentaire, avant de vous lancer dans le marketing et la distribution. Tu nous racontes?
Oui, on est arrivé dans ce domaine avec une vision très naïve. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a de la nouveauté et de l'innovation. C'est quand on n'a pas les œillères et qu'on se dit comment faire les choses différemment. Nous, au départ, toute l'histoire commence, en fait, on est parti avec Daniel au Japon il y a quelques années. On a découvert l'onigiri, qui est le petit sandwich de riz qui est très très populaire au Japon. Notamment dans les combini qui ont une méthode de distribution qui est très particulière parce que les gens se nourrissent vraiment exclusivement de ce qu'ils peuvent trouver dans les combini avec des durées de vie produits qui sont de quelques heures et un ravitaillement qui est fait plusieurs fois par jour. C'est un modèle qui est extrêmement intéressant. Et puis on s'est dit, bon, go, on va lancer ce produit, l'onigiri, on va le populariser en France, on va le produire, on va le distribuer. Voilà. Et puis cette naïveté a été très vite rattrapée par la complexité de faire de l'ultra vrai, notamment la complexité de prod et la complexité logistique. Et donc rapidement, on a dû développer une gamme complète autour du japonais, sur la marque Shaki Shaki, parce que c'est un domaine dans lequel si on ne remplit pas le camion, ça ne marche pas. Voilà. Et puis en fait, c'est pas que remplir le camion, c'est en fait répondre vraiment à faire l'intégralité des étapes de la chaîne. C'est un business, surtout si on veut que le prix soit juste et accessible, où il faut gérer l'intégralité. Je ne peux pas ajouter l'intermédiaire nulle part dans la chaîne. À partir du moment où j'ajoute un intermédiaire quelque part, la marge disparaît. Et donc on s'est tout de suite attelé à dire on produit, donc on crée les marques, on crée les recettes, on produit à 100%, on s'occupe de toute la distribution et on fait l'intégralité de la chaîne pour que les produits restent à un prix juste et accessible. Ouais, puis ce que tu m'expliquais aussi, c'est qu'y compris la fabrication des étiquettes, tu l'as fait in-house parce que ça te donne aussi de l'agilité, de la flexibilité pour être toujours, calé avec la demande des clients. Et il y a quelque chose d'autre que je trouve intéressant, c'est de dire finalement pour garder ce prix bas, notre savoir-faire un peu technique avec Daniel, on va le mettre au service de chaque tâche de la production opérationnelle. Donc plus de tâches répétitives. Tu nous expliques? Ouais, en fait aussi en créant tout ce qu'on a créé et en lançant de la prod qu'on n'avait jamais fait avant, en créant notre labo, etc. Toute la partie logistique, pour venir du digital, on s'est rendu compte que le monde réel, c'était que des emmerdes en fait. Donc on s'est dit, ça tombe bien, ce qu'on a fait depuis 8 ans chez Deezer, c'est résoudre des problèmes. Et donc aujourd'hui on a que ça en face des problèmes, comment on fait pour les résoudre, comment on fait pour optimiser les choses. Et c'est là qu'en fait nos connaissances techniques et nos compétences spécifiques digitales nous ont permis de mettre en place les bons outils à chacune des étapes pour permettre de faciliter chacun des process. Et donc aujourd'hui, en fait, jusqu'à il y a 3 semaines, on était Daniel, moi-même et une stagiaire en marketing au siège. On était juste 3 pour gérer l'intégralité de la boîte. Et puis évidemment toutes les équipes de prod sans qui on ferait rien. Mais au siège, on était à notre très limité parce qu'on a mis en place toute la techno qui nous permet de suivre au quotidien toutes les opérations. Donc aujourd'hui ça va assez loin puisqu'on a développé en interne toute la couche technologique qui permet de gérer les entrées de commandes de la part de nos clients. On a un algorithme de prédiction des ventes qui en fait va permettre d'aller savoir quelles sont les futures commandes qui vont arriver dans les 10 prochains jours. À partir de cet algorithme, on passe automatiquement toutes les commandes auprès de nos fournisseurs, parce qu'on est capable de savoir en amont les quantités dont on va avoir besoin. On a toute la partie production qui, elle aussi, est faite en mode zéro papier. Donc, dans le laboratoire de production, c'est des iPhones au bras ou des iPads sur mesure qui permettent de savoir exactement tout ce qui doit être produit, quelle quantité, et donc de faire toute la traçabilité. Toute cette complexité qui existe dans une production agroalimentaire. Et puis ça va jusqu'à la logistique où on a développé notre application de livraison et donc les chauffeurs ont tous l'application Luna qui leur permet de savoir quelles sont les tournées qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils doivent aller livrer, quand est-ce qu'ils ont livré, de prendre les photos, de récupérer les signatures. On a toute cette stack technique
qui aujourd'hui est développé en interne et qui nous permet d'optimiser grandement les process. Et les prochaines étapes pour Luna? Alors on est au tout début. On a bien avancé en 2 ans et on est très content de là où on est, mais pour nous c'est vraiment juste une étape. Comme je le disais, on a notre futur laboratoire de production qui sera accessible cet été. On a hâte parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de clients qui nous attendent et qu'on ne peut pas servir, c'est assez frustrant, mais cet outil va nous permettre vraiment de passer à l'échelle d'après. 4000 m², c'est ça? Ouais, 4000 m² dans le sud de Paris, pour servir toute la France. La GMS continue d'être aujourd'hui notre canal de distribution principal, mais on développe beaucoup tout ce qui est entreprise. Et puis on a lancé il y a 3 semaines, notre première boutique Luna, parce que notre volonté c'est aussi de créer un canal de distribution en propre. Donc c'est une expérience qui est un petit peu différente de ce qu'on fait en GMS, puisque toutes les bases sont préparées dans le labo, mais l'assemblage final est fait sur place dans la boutique. Et donc ça permet aux consommateurs de personnaliser directement les recettes et de choisir ce qu'ils veulent vraiment. Et donc l'objectif c'est de dire là c'est notre première boutique, c'est notre prototype, et on est très content des premiers résultats, mais c'est d'en ouvrir un maximum, parce que la mission, j'insiste, ça reste de faire bien manger les gens, mais à grande échelle. Et donc on veut effectivement que les produits Luna soient accessibles pour le plus grand nombre à 5 minutes du bureau ou de la maison. Et donc ça passe par distribuer en entreprise, distribuer en GMS, distribuer par nos boutiques et nos canaux. Merci beaucoup. Je vous passe la parole. Est-ce que vous avez des questions pour Alexandre? Oui. Bonjour. J'ai mal compris comment vous assurez la distribution, notamment en GMS. C'est par des livreurs type Deliveroo, type esclaves sous la pluie, et vous avez les garanties de traçabilité, de qualité, de ponctualité. Alors, on a tous les matins une dizaine de camions qui partent de notre labo et qui vont alimenter tous les magasins en direct. Le fait qu'on ait une DLC très limitée ne permet pas de passer par la centrale aujourd'hui. Ce qui n'est pas un souci, ce qu'on considère être important pour nous. Donc ils utilisent nos applis pour tout ce qui est traçabilité, pour cette question-là. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils s'occupent du corner qu'on vient installer dans le magasin. Donc on n'a pas juste des produits qu'on vient installer dans un rayon, on a vraiment un espace Luna qui est dédié, dans lequel les 4 univers culinaires sont mis en avant. On en a 4 aujourd'hui, on en aura davantage demain. Mais on vient ravitailler en direct chacun des magasins tous les jours avec des produits ultra frais. Et notre volonté c'est de les écouler le plus possible le premier jour et un petit peu le second jour. Voilà. Merci. J'ai une question par rapport à la sécurité alimentaire. En ce moment, c'est un sujet qui est quand même un peu d'actualité. Comment vous arrivez dans du produit aussi frais à garantir cette sécurité sur une chaîne de ce type? Alors déjà dans notre laboratoire de production, on évite d'avoir des bouts de pizza qui prennent par terre. Non, en fait les outils qu'on a développés ils prennent aussi ça en compte. Donc évidemment on n'a pas tout fait du jour au lendemain, on a commencé par bosser, on bosse beaucoup avec QCF qui est une grosse boîte parisienne qui s'occupe de la sécurité alimentaire et qui aide justement les entreprises de l'agroalimentaire. Mais on a développé en fait tous les outils en interne qui permettent d'avoir une traçabilité ultra précise à chaque étape de la production. Donc quand je dis on fait du zéro papier, c'est aussi ça l'avantage, c'est de dire les gens quand ils sont en train de travailler, ils ont les iPads, ils ont les iPhones qui sont sur le bras, et ils sont capables en fait de prendre les températures directement avec l'outil. Ils sont capables d'étiqueter tout ce qui a été préparé pour avoir la traçabilité et savoir qu'est-ce qui peut être gardé, combien de temps ça peut être gardé. Tout ça c'est géré grâce à nos outils à nous. Donc aujourd'hui, en quelques clics, ils sont capables de faire tout ce suivi-là. Et nous, derrière, on est aussi capable d'avoir un compte-rendu de tout ce qui a été fait de manière assez précise. On a une 50aine de références différentes aujourd'hui, ce qui est beaucoup. Et donc, on a besoin de savoir comment optimiser sur chacune des recettes les processus de fabrication. Et donc, les outils qu'on a mis en place aujourd'hui, qui sont vraiment développés en interne, ils permettent d'avoir ce suivi-là, aussi bien en termes de performance opérationnelle que de sécurité alimentaire et de suivi d'hygiène.
Merci, bonjour. Et comment, j'ai compris que vous faisiez du prédictif, mais comment gérez-vous les invendus et les ruptures? Alors, sur une grosse partie de notre distrib, on est en concession. Donc, quand je dis qu'on vient installer des corners, ça veut dire que c'est nous qui gérons à 100% l'appro. Donc, on n'a pas de commandes qui ont reçu, c'est nous qui gérons l'appro. Et donc, le travail, c'est vraiment un travail d'optimisation de l'algorithme. Aujourd'hui, l'algorithme, il est hyper puissant. Il permet donc, il prend en compte la météo, il prend en compte les vacances scolaires, il prend en compte les restrictions Covid, qui sont un peu arrêtées en ce moment, tant mieux. Mais plein de critères comme ça qui nous permettent d'avoir une finesse très très importante sur ce qu'on doit venir mettre en magasin. On a lancé des magasins là, en zone de flux très récemment, et donc l'algorithme est capable de savoir que ça va être le vendredi qu'il y a les gros rushs, et donc les adaptations sont faites comme ça. Donc on n'a pas besoin de faire ça nous permet d'avoir aujourd'hui un taux de casse qui est très 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 limité, de l'ordre de 2 fois inférieur à ce qu'on a sur l'ultra frais dans un magasin standard. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on vient ravitailler tous les jours et qu'on a des TLC très courtes. Donc évidemment, ça limite le risque de mettre trop de produits et de générer de la casse. Et puis il y a certaines villes, notamment à Marseille et Lyon, sur lesquelles on a mis en place des systèmes anti-gaspi. On travaille un petit peu avec les magasins anti-gaspi ici à Paris, je crois qu'ils ont 4 ou 5 boutiques maintenant, sur le dernier jour de DLC. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les produits soient vendus les 2 premiers jours, parce que c'est là qu'on considère que gustativement, ils sont les meilleurs. Et sur le 3e jour, on utilise les circuits anti-gaspi pour rien jeter. Aujourd'hui, on jette zéro propre. On jette zéro à la production, donc on n'a pas de perte au moment de la production, et on jette zéro sur les produits finis. Une dernière question. Merci Alexandre. Tu mentionnais répondre aux gens qui ne voulaient pas trop cuisiner. Je pense qu'il y a quand même des restes, notamment du Covid, des confinements, où les gens sont enclins à un peu plus cuisiner maison, un peu plus faire eux-mêmes. Est-ce que c'est un segment qui vous intéresse, notamment penser aux box comme des frichtis, etc. Non, aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel on ne va pas. Je pense qu'il y a pas mal d'acteurs existants qui effectivement permettent de livrer des box qui simplifient la préparation de repas. Nous, notre volonté, c'est d'avoir la même qualité que ce que la personne aurait pu préparer avec cette box, mais sans avoir à le faire. Voilà. Le sujet des emballages, vous l'abordez comment? Parce que bon, c'est des trucs en ce moment qui questionnent un petit peu tout le monde. Alors il y a une énorme demande de la part des consommateurs qui considèrent que les emballages plastiques doivent être arrêtés. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce constat-là. Après, la réalité est un peu plus complexe que ça. Nous, on a beaucoup cherché pour trouver, et fait beaucoup de tests aussi, pour trouver des packagings qui sont recyclés, recyclables. On a une grosse partie de notre gamme aujourd'hui qui est sur ce type de packaging. Mais on a aussi une partie qui est sur du plastique, parce que tout simplement sur des plats en sauce, des choses comme ça, en fait, on n'arrive pas encore à avoir les packagings qui permettent un stockage de qualité. Mais c'est un sujet qui est important. On regarde les initiatives qui sont lancées autour des packaging réutilisables, soit du plastique, soit du verre. Enfin, on est prêt à considérer en fait toutes ces options-là. L'important pour nous, c'était côté prod de se dire demain, si on doit changer totalement la façon dont on package nos produits, il faut qu'on puisse le faire. La réalité, c'est que ça va prendre encore quelques années à trouver les bonnes solutions. C'est un milieu qui bouge beaucoup, et on sait que ça va prendre encore un petit peu de temps pour que les solutions soient en place. Merci Alexandre, merci à tous.